Cosa Vostra. On reçoit pratiquement 50 décideurs par jour sur l'antenne. Ce sont des décideurs qui parfois ont une toute petite communauté. Mais c'est une communauté extrêmement, non seulement engagée, mais par ailleurs extrêmement alerte sur tous ces sujets-là. Parce que je considère que pour le coup, à un moment, un média, ça doit correspondre à une promesse. La promesse, elle est assez simple. Ce n'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne de solutions. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Pierre Friedenreich. Bonjour Pierre. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Pierre, tu es le cofondateur de Bismart, une chaîne de télé. Pas que. Oui, puisqu'il y a effectivement, tu as raison de me reprendre tout de suite. On va dire alors peut-être plutôt une plateforme. Comment tu le définirais Un média. Un média plutôt vidéo. Plutôt vidéo, puisqu'on est quasiment exclusivement sur un format vidéo, mais on est passé d'une chaîne de télé broadcast à un média aussi également disponible en ligne, avec toute une série sur de les plateformes, exactement, y compris les plateformes comme Spotify, enfin voilà. Voilà, sur YouTube aussi, j'ai vu que vous étiez donc une plateforme, voilà, un média plutôt vidéo. Voilà, donc je suis ravi de te recevoir parce que un patron de médias, c'est toujours intéressant à voir, puis surtout très modeste. Hein. Ouais, non, mais il n'empêche, voilà, qui a été lancé assez récemment, juin 2020. Exactement. Juste après la tourmente sanitaire, ce qui est audacieux. Oui, alors de toute façon, se lancer dans la vie, c'est toujours audacieux, mais c'est vrai que la période n'était pas forcément propice. Peut-être tu vas nous raconter ça un petit peu sur la genèse. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un vrai homme de télé. C'est ton parcours, c'est de la télévision. Je crois que tu as commencé à la 5. Exact. 87. En 87, donc autant dire que tu connais un peu ce monde de la télé, et même si aujourd'hui, comme tu le dis, ce n'est plus uniquement ça, mais tu as des vraies habitudes. Tu as tes formations journaliste. Oui. Ancien journaliste de BFM. Alors, Non, pas de BFM. J'ai dirigé... BFM, tu as été directeur général de BFM Business. Exactement. Mais je n'ai jamais été collaborateur de la rédaction de BFM. Bon, bah c'est bien, je cumule les erreurs, mais ça permet au moins de corriger. Et puis surtout que tu as quand même un parcours riche. Et donc, je disais cofondateur de Bismart avec donc, tes associés Stéphane Soumier et Valérie Pouskini. Exact. Qui, d'ailleurs, en parlant de Stéphane Soumier, qui est aussi un ancien journaliste chez BFM. Exactement, et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés en tant que journalistes, parce que, en fait, tu étais bien jeune à l'époque, mais en 1990, en pleine guerre du Golfe, je me suis retrouvé à Daran, sous les abris pendant la guerre du Golfe, et j'avais comme camarade quasiment de chambrée un certain Stéphane Soumier, et évidemment, ça crée des liens. Ouais, ce genre de situation, ça crée des liens. Alors, je ne sais pas si à l'époque, vous parliez d'un jour peut-être lancer quelque chose ensemble. J'imagine pas. Alors, ce qui est plutôt rigolo, c'est que tu n'avais jamais entrepris. Et donc non. Là, 53 ans, vous décidez de créer une chaîne. Pourquoi ce choix ? Est-ce qu'à ce moment de ta carrière, ou peut-être parce que tu as appris, et je pense que c'est là où ton parcours peut-être a un peu d'importance, qu'est-ce qui te fait dire à 53 ans, alors que tu as quand même un poste confortable, DG de BFM Business, c'est plutôt une belle réussite, sans entrer dans les détails, qu'est-ce que vous êtes dit ? On s'est dit que c'était l'âge pour entreprendre, 53 ans, une start-up de vieux, c'est formidable. Alors, plus sérieusement, non, mais je crois que c'est assez... un cheminement assez naturel. J'ai très tôt, 87, vous l'avez rappelé, à 23 ans, j'entre de plein pied dans les rédactions audiovisuelles. Je construis ma modeste carrière en étant reporter, puis grand reporter, puis correspondant à l'étranger. Puis ensuite, on me confie la présentation des journaux sur France 3. Et puis très vite, à un moment, je me rends compte que ce qui me plaît, c'est plutôt... d'essayer d'inventer des mécaniques, des promesses d'antenne. Et puis là, vers
33, 34 ans, je conçois, je structure une promesse de chaîne qui s'appelait à l'époque Infosport, et je vais la proposer. Je vais la proposer à des investisseurs. Et à ma grande surprise, ça marche. On me dote de suffisamment de moyens pour créer cette chaîne, qui existe d'ailleurs toujours. C'était pas Canal. C'était TPS. C'était la plateforme satellitaire concurrente de Canal, justement. Et donc, on imagine que cette chaîne allait avoir son petit succès, sauf que, pour le coup, j'y étais absolument pas préparé. Je n'étais absolument pas rompu, justement, au management. D'accord. Et ça a eu plus de succès que tu l'imaginais et tu n'as pas su le gérer ? Je n'ai pas su le gérer. Je n'ai pas su affronter la complexité à la fois de l'organisation d'une équipe, à la fois le recrutement et la désaffection de certains des collaborateurs qui à un moment n'y croient plus. Je n'ai pas su gérer toutes ces relations administratives importantes dans la construction d'un modèle, et c'était compliqué. Donc j'ai dû un peu en mode express apprendre, et à ma grande surprise, ça m'a beaucoup plu. J'ai pris quasiment autant de plaisir à diriger qu'à concevoir le nouveau magazine du foot ou le prochain duplex sur le tennis. D'accord, tu t'es découvert une passion un peu... Alors c'est de l'entrepreneuriat, quelque part. C'est de l'intrapreneuriat. Exactement, et en plus de ça, j'ai été vraiment aidé par des gens super compétents et extrêmement bienveillants qui m'ont laissé le temps de me faire à l'exercice. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai réussi Infosport, pourquoi pas développer, d'initier d'autres formules, alors pas forcément sur les mêmes thématiques. Oui, voilà, tu peux changer. Exactement. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est peut-être ce vers quoi je dois tendre. J'avais définitivement décidé de renoncer, ou en tout cas de ne plus exercer ce métier de journaliste et de me consacrer à la direction. Voilà. Et puis, naturellement, au bout d'un moment, j'ai rejoint certains groupes de presse avec des ambitions multiples. Et je me suis pris au jeu, en fait. Je me suis dit à un moment, si j'ai réussi à créer de la valeur pour les autres, pourquoi je n'en créerais pas pour moi ? Et c'est à ce moment-là que, lors de ma précédente expérience, dans le groupe Next Radio, à la direction de BFM Business, qui a plutôt été une expérience plutôt couronnée de succès, puisque moi, quand je prends ce média perd pas mal d'argent, perd plus de 20 millions en pertes cumulées sur les 7 dernières années. Et en 2 ans, avec Stéphane Soumier, que je retrouve à cette occasion-là, on fait pivoter le modèle et on passe de -3 à +3 en 2 ans. Et c'est à ce moment-là qu'avec Stéphane, on se dit, notre duo fonctionne. Voilà, nos duos fonctionnent. J'ai toujours été avec Valérie Bruschini qui, partout, a construit avec moi nos offres. Et je lui dis, c'est peut-être le moment de considérer qu'on se lance nous. Alors, on avait 53 ans et on n'imaginait surtout pas que le Covid allait débarquer. Donc, on a pris la décision d'entreprendre. On a imaginé nous associer à un groupe de presse parce que c'était plus sécure pour nous d'avoir une sorte d'assise, notamment sur la partie compliance, la partie puis la partie support, techno, les canaux de diffusion. Enfin, alors ça, non, ça c'est quelque chose que vous maîtrisiez. Ça, c'est nous qui le maîtrisions, parce que précisément CMI, puisque c'est CMI qui nous accompagne et qui le fait de manière extrêmement, j'ai l'impression, militante. Je crois qu'ils croient au projet depuis la première heure où on leur a présenté, que ce soit à l'époque Denis Oliven et Valérie Salomon ou Étienne Berthier, voilà, ils y ont cru et donc ils nous accompagnent sur la partie financement. En revanche, toute la configuration technique, c'est une expertise que vous avez apporté, qu'on a. Ouais, ça, on y reviendra, c'est intéressant. Et vous avez posé la question en interne chez Next Radio. Je ne sais pas qui était à l'époque, c'était encore Alain Veil ou c'était Drahi, parce qu'ils ont quand même cette culture un peu d'entrepreneuriat, etc. Lancer des projets, ça leur fait pas peur, ou non, vous vouliez quitter le giron ? En fait, nous, de manière assez simple, on considérait qu'il y avait probablement la place pour un autre média business. Donc un peu concurrent, différent, en tout cas, ou complémentaire. Et donc, il n'y avait pas de raison d'aller les consulter. On voulait le faire nous-mêmes. Et encore une fois, il était temps pour nous de nous lancer et de nous tester, y compris d'ailleurs sur cette capacité à créer de la valeur et pas exclusivement pour les autres. Ouais.
C'est une belle réflexion qui permet un peu ce lancement. C'est indiscret de te demander combien vous avez levé, combien ça coûte de lancer une chaîne comme Bismart? C'est quelques millions, et pour le coup, c'est quelques millions avec un projet de point mort qui sera atteint l'année prochaine et de profitabilité d'ici 24 mois. Donc on est vraiment dans les temps de passage que notre actionnaire nous a fixés. Et ça, c'est aussi plutôt très enthousiasmant, parce qu'à la sortie d'une séquence comme celle qu'on a connue, c'était compliqué de se projeter et de se dire waouh. Oui. Ouais. Mais même au-delà de la crise sanitaire, se dire aujourd'hui je lance une chaîne de télé, alors un média, je vais revenir sur le média, lancer un média, c'est toujours un challenge, même au-delà de la crise sanitaire. Surtout, il faut faire sa place, on est quand même sur une niche, t'as BFM Business quand même qui est là et qui est lui-même déjà un peu sur une niche. Mais l'avantage, c'est que je crois, on connaissait précisément bien les contours de cette niche. C'est-à-dire qu'on savait exactement ce qu'on avait comme cible de programme à produire pour quel public. Et ça, c'est un atout. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout parti en aveugle. On a été confronté aux difficultés dont tu parles, ça c'est sûr, mais pour le coup avec un niveau de connaissance et de précision sur et à la fois les usages et à la fois les besoins qui nous aide beaucoup au quotidien aujourd'hui depuis 2 ans. Ok. Comment tu présentes Bismart au-delà du côté média sur ce côté un peu entrepreneur? Quel espace vous vouliez créer pour ces entrepreneurs qui n'étaient pas peut-être adressés par BFM Business? Justement, tu parlais de complémentarité. Et je parle surtout de promesses, parce que je considère que pour le coup, à un moment, un média, ça doit correspondre à une promesse. La promesse, elle est assez simple. Ce n'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne de solutions. D'accord. Et donc, ça veut dire que pour apporter justement dans une économie qui se bouleverse, qui se transforme, de donner la parole à des gens qui ont cette capacité de nous guider, de nous accompagner et de pouvoir avoir la bonne visibilité sur des enjeux et des priorités qui se profilent, c'est ça l'engagement. Ouais, c'est ça l'engagement de Bismart. Et ça veut dire que pour le coup, on reçoit pratiquement 50 décideurs par jour sur l'antenne. Ce sont des décideurs qui parfois ont une toute petite communauté. Mais c'est une communauté extrêmement, non seulement engagée, mais par ailleurs extrêmement alerte sur tous ces sujets-là. Et donc quand par exemple, sur l'impact, Thomas Hugues reçoit tous les jours entre 6 et 7 invités sur la transformation environnementale des entreprises, de leurs process, et pas de manière limitée, de manière extrêmement étendue, eh bien, il n'y a pas un jour où je n'ai pas appris quelque chose qui va m'aider moi dans mon quotidien de patron de Bismart. Et c'est ça le principe. Et pour autant, cet entrepreneur-là n'est pas forcément à la tête d'un groupe qui pèse 7 milliards d'euros et compte 3000 collaborateurs. Il peut être installé à Pont-l'Évêque et avoir 12 collaborateurs sur quelque chose dont on n'entend pas parler. Mais exactement. Mais comme il est sous les radars médiatiques, on ne l'entend pas forcément. À nous, et c'est un peu la force du réseau Bismart et de ses producteurs, c'est d'identifier des gens qui, même s'ils n'ont pas une surface médiatique très grande, ont une expertise. Exactement. Ou en tout cas, ils ont fait face à des problèmes. Exactement. Et la manière dont ils l'ont solutionné peut donner des clés. Exactement. Et donc, c'est ça qui préside, voilà, et c'est ça qui préside à la programmation de Bismart. Donc pas d'infos. Pas d'infos. En tout cas, il n'y a pas un traitement d'infos. Non, on ne rebondit pas sur le cours de bourse avec un liner, avec un déroulant, comme vous les voyez sur toutes les chaînes d'infos en continu. Nous, on a fait ce choix, encore une fois très engagé, de dire c'est une chaîne de solutions. Voilà. Qui a un désavantage, là je rebondis, mais c'est que votre contenu, il reste... valable, un peu evergreen comme on dit dans le métier. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose que tu as fait il y a 2 mois peut encore avoir totalement du sens, et on peut imaginer plein de choses, des verticales sur des sujets, et puis faire l'agrégation de contenu qui reste de valeur. C'est pas quelque chose qui disparaît au bout d'un jour. Exactement, c'est pas daté. C'est pas daté, ça c'est important. On le disait, chaîne créée en juin 2020, donc un peu plus de 2 ans. Vous en êtes où en termes d'audience? Alors j'imagine qu'il y a les audiences télé évidemment, il y a les audiences du web, les audiences des plateformes. Comment est-ce que tu décris, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme audience? C'est très enthousiasmant, c'est très encourageant. Évidemment, vous venez de le dire, on a
à peine 2 ans, un peu plus de 2 ans d'existence, donc c'est encore en formation. On a à peu près 250 000 visiteurs uniques par mois sur le site, sur bismart.fr. On a tous les mois en télé, et ça, on a décidé de le faire mesurer par médiamétrie. On a 250 000 téléspectateurs par mois. On a 550 000 vidéos vues par mois, avec le replay, entre autres avec le replay. Et on a, alors ça va vous parler, on a 75 000 podcasts téléchargés chaque mois. Alors à la fois, c'est modeste, mais sur une communauté malgré tout restreinte, ça fait le job. Bien sûr. Et puis, il faut rappeler que vous partez de zéro il y a 2 ans. Exactement. Il faut le temps aussi que ça prenne. On parlait un peu donc les canaux de diffusion de Bismart. On a parlé un peu de broadcast, mais aujourd'hui, tu peux dire sur où est-ce qu'on peut voir. Bien sûr. On est évidemment sur la quasi-totalité des réseaux FAI, donc Orange, Free, Bouygues. Les box, exactement. On est disponible sur YouTube. On est disponible également sur une fenêtre sur la TNT francilienne 2 heures par jour, 20h30, 22h30. Donc sur la TNT, vous pouvez nous retrouver. Et donc c'est quoi? C'est un créneau que vous partagez avec d'autres exactement, avec Demain local, TV. Comme on dit, avec Demain TV. Avec Demain TV, qui est la chaîne de l'emploi et qui a décidé, compte tenu de la promesse d'antenne qui, malgré tout, est assez en harmonie, complémentaire, en harmonie, de nous accueillir 2 heures par jour, de 20h30 à 22h30. D'accord. Pas sur les box SFR. Alors je taquine peut-être, mais parce que c'est des questions un peu de business là pour le coup. Alors, d'abord, en fait, de manière assez cocasse, le fait d'être distribué par Demain TV fait que les abonnés d'SFR peuvent de 20h30 à 22h30 retrouver notamment Soumier sur la plateforme tous les jours. Et effectivement, pour des raisons qui leur appartiennent, mais je vous invite à le leur demander, ils ont fait le choix de ne pas nous reprendre. Probablement, ils devaient considérer que BFM Business suffisait très largement à l'information de leurs abonnés, ce qui est possible, mais ce qui est dommage. Oui, parce que c'est du contenu, comme tu le dis, assez complémentaire. Bon, après, il y en a d'autres. Est-ce que vous êtes, tu suis un peu ce mouvement fast sur les téléconnectés? C'est quelque chose qui se développe très vite, très fort. Les usages sont très bons alors que ça existe depuis quelques années, mais on sent une vraie accélération sur les télés Samsung, etc. T'as le Figaro qui s'est lancé dessus. Pour vous, c'est une énorme opportunité? Alors, bien sûr, et tout ce qui est distribution additionnelle est un vrai sujet dont je m'occupe d'ailleurs, et je suis très à l'affût des opportunités, que ce soit effectivement celle dont tu parles, mais tout ce qui relève de l'OTT, en fait. Ouais. Et moi, j'adore l'idée de pouvoir créer des offres justement sur ces nouveaux réseaux qui seraient des réseaux hors broadcast, et donc on y travaille. Mais comme tu l'as dit, on n'a que 2 ans, on est assez peu, on est à peine une quarantaine, dont 25 journalistes, mais ça va venir. Mais en tout cas, oui, malgré mon grand âge, j'essaye d'être éveillé sur ces sujets, et j'ai 3 fils qui toute la journée, eux, sont sur ces thématiques-là et qui me font mal à la tête tous les jours pour me dire: papa, pourquoi tu n'y es pas encore? Bon, c'est bien, ils te font une veille quelque part sur les usages d'autres générations, c'est important. Exactement. En parlant de génération, c'est quoi la typologie alors, j'allais dire des téléspectateurs, des spectateurs, ou en tout cas de l'audience, de l'audience de Bismart, en profil, CSP CSP+, voire plus, plutôt jeune, parmi les chaînes d'information, même si je ne suis pas fondamentalement dans une logique d'information, j'ai un agrément de l'ARCOM qui est dans la thématique des chaînes d'information, et donc on est très CSP++, et avec une audience qui est qualifiée de moins de 50 ans, de manière assez importante. C'est ce que vous visiez ? Pas vraiment. En fait, on pensait qu'on allait être avec l'offre qui est la nôtre et avec les talents qui sont à l'antenne. On pensait qu'on serait un tout petit peu plus âgé, mais je me réjouis. Ouais, c'est plutôt les bonnes nouvelles, en tout cas. Exactement. Ça s'explique aussi parce que malgré tout, on a fait le choix quasiment natif de découper tous nos formats pour qu'ils vivent en mobilité très tôt. En fait, on a décidé que la totalité des programmes diffusés le serait d'abord sur le digital et d'abord sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle chez nous le pré-play. C'est-à-dire avant même qu'il soit broadcasté, avant même qu'à 15h vous retrouviez demain Michel Denisot, je ne sais qui, un de nos présentateurs, vous l'aurez déjà eu soit intégralement disponible en replay, soit sous forme de teaser, des punchlines sur vos réseaux, soit LinkedIn, Facebook, Insta,
Twitter, enfin voilà. Vraiment partout. J'ai vu ça, une sacrée découpe. Je sais pas combien vous produisez de vidéos par jour. Ouais, pas mal. Mais ça doit être des centaines, peut-être. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est un gros boulot. Mais ce qui est plutôt malin, j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, tu me parlais tout à l'heure de podcast, là on parle de découpe. Vos programmes, ils fonctionnent vous les produisez aussi en podcast? Quelques-uns. Parce que tu vois, c'est typiquement une matière, c'est du talk, c'est ce qu'on est en train de faire. Bien sûr. On pourrait être filmé. Bien sûr. Ça doit fonctionner aussi en podcast. Ouais. Alors, c'est ce qu'on fait. On s'y est mis récemment et ça marche plutôt pas mal. Donc, sur les plateformes d'écoute, vous pouvez retrouver tous les programmes. Non, pas tout, mais un certain nombre de programmes. Et là, on va produire des formats exclusivement dédiés au podcast. D'accord. Voilà. Ça, c'est aussi intéressant, mais voilà, c'est parce que je me disais, voilà, c'est typiquement des bons contenus qui doivent fonctionner. Puis comme tu le disais, il faut être partout. Le podcast, c'est quand même des bons usages. Vous êtes sur des formats assez courts. Alors, pas si court que ça. Parce que ça aussi, c'est un autre choix. Au même titre qu'on a fait le choix d'être sur une distance de solution versus l'information, on a fait le choix du temps long pour justement permettre à ceux qui savent de le mettre en perspective, bien évidemment soutenu par un journaliste qui est capable de le challenger, de le questionner, parce que c'est fait sans concession, mais c'est un temps long. On a vraiment de manière... et ça c'est soumis, hein, ça c'est vraiment Stéphane qui a décidé que sa signature, ce serait le temps long. Et donc, juste sur l'histoire du podcast, il se trouve aussi que le casting des présentateurs, de nos journalistes, permet justement ce genre d'exercice. Parce que précisément, et je ne le dis pas parce que je les ai recrutés ou parce qu'ils font partie de la rédaction d'Aurélie Plenex, qui est la patronne de la rédaction, c'est que ce sont vraiment des journalistes curieux. Oui, et bienveillants. Donc ils n'ont pas de problème pour rebondir, tirer le fil et aller voir ce qu'il y a derrière et prendre le temps. Donc il y a des enseignements, quoi. C'est pas juste... Et le principe qui consiste à coller contre un mur un patron sous prétexte que c'est un patron, ça ne peut pas se produire chez nous. Parce que, encore une fois, les journalistes qui sont à l'antenne sur Bismart sont dans cette logique, mais vraiment, j'allais dire presque chevillé au corps, de pouvoir tirer le meilleur de son interviewé pour que celui qui nous écoute ait une petite clé de compréhension davantage. Et peut-être même, au-delà de cette clé de compréhension, un petit facteur différenciant d'avance. Et donc, du coup, c'est extrêmement propice à ce genre d'exercice du même style que celui qu'on est en train de faire maintenant. C'est chez Causa Nostra, on aime bien le temps long aussi, mais c'est bien, ça permet un peu de creuser le sujet, c'est quelque chose qu'on n'a pas effectivement dans les temps courts, où tu te contentes de réciter quelque part quelque chose que tu as déjà entendu ailleurs, que tu as déjà dit ailleurs, etc. Je reviens un peu toujours sur la carte d'identité. Quels sont les canaux d'acquisition? Est-ce que vous faites de l'acquisition ou est-ce que vous contentez, ce serait manquer de respect à ton travail, mais de multiplier des canaux de diffusion? Il y a de l'acquisition quelque part? Non. Donc c'est vraiment le bouche à oreille, il est disponible le plus possible. Et on n'achète pas d'audience. Non. Je sais même pas, ça existe d'ailleurs l'achat. Alors sur le digital, bien oui, sûr. Mais pas sur le podcast. Pas sur le podcast. Non, pas en télévision. Non. On a fait le choix, y compris d'ailleurs pour des raisons économiques, on n'a pas les moyens justement d'aller en chercher en complément de ce qu'on génère nativement. Et ça se passe plutôt pas trop mal. On est à notre rythme. On a aujourd'hui une offre qui me semble différenciante et qui me semble intelligente. C'est prétentieux, hein, mais je trouve que ce qui s'y raconte sur ces plateaux, parce qu'on a 2 plateaux, en fait, est une contribution pour les entrepreneurs qui pourrait s'avérer non négligeable. Et de ce point de vue-là, et on le voit bien sur LinkedIn, ne serait-ce que sur LinkedIn, parce que c'est le réseau, on va bien dire, sûr, du business, qui est naturel pour ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est encore modeste, mais il y a 50 000 abonnés à la chaîne, à la chaîne sur LinkedIn. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Mais c'est vraiment pas mal. Je signe demain pour avoir ça. Voilà, non, mais c'est vraiment pas mal, et ce n'est que le début, parce qu'on vient d'émerger, on n'a jamais acheté une page de pub, on n'a jamais pris un bandeau, on n'a jamais acheté de display. Enfin, voilà. Et je te pose quand même la question, pourquoi vous l'avez pas? Parce que comme tu as une espèce de logique, si ton produit est bon, tu fais de l'acquisition, que tu as plus d'audience, tu pourras vendre plus, on va venir après sur le modèle économique. Tu as déjà essayé ça marche pas? Parce que, évidemment, non, on n'a pas essayé. Vous n'avez pas essayé? Non, on n'a pas essayé. On n'a pas essayé parce que, encore une fois, on le fait à notre rythme. Ça veut pas dire, ça préjuge pas de la suite, on le fera peut-être, mais à ce stade-là, on l'a pas fait. D'accord. Tu penses que vous êtes encore dans une phase de peaufinage, de bien caler?
Ah bah c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on a, et on s'y est attaché avec Stéphane et Aurélie Planex, mais je crois que sur la définition de l'offre éditoriale, on est dans les clous. On est exactement là où on le souhaitait, à la marge. Oui. Ça ne nous empêchera pas de créer de nouveaux formats ou d'en arrêter. Mais la structure, l'architecture nous semble solide et nous semble correspondre, encore une fois, à une note différenciante. Et c'est en ça que je pense qu'on est plutôt pas mal. Après, il y a encore plein de temps, il y a plein de moments où c'est fragile. Et donc forcément, on s'arrache pour que ça soit... Ouais, bien sûr, pour consolider, voilà, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, exactement. avant de peut-être lâcher les chevaux, et peut-être pas, tu verras, ça, rien n'est écrit. Exactement. Très clair. J'en parlais un peu sur la monétisation, le modèle économique. Comment tu décris le modèle économique de Bismart ? Alors, il est assez classique. En réalité, il y a des offres commerciales qui sont... Alors, c'est aussi l'avantage, c'est que CMI, qui est donc le groupe de Daniel Kretinsky, exactement, opère un certain nombre de fonctions pour nous, et notamment la commercialisation de nos offres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une régie, qui est une régie dirigée par Chantal-Marie Doranty, qui propose de manière classique à la fois des écrans publicitaires, et donc là ça se vend au poids en fonction de votre audience, et puis on a aussi toute une série d'offres complètement customisées sur mesure, qui vont, alors du brand content tel que vous pouvez l'imaginer, aux opérations spéciales qu'on monte avec des partenaires from scratch. Par exemple, on est en capacité aujourd'hui, et on en est très honoré, c'est nous qui allons opérer pour le groupe Renault tout le dispositif vidéo du Mondial de l'automobile. Le Mondial de l'automobile ne s'est pas tenu depuis 4 ans. Ouais, grosse attente là-dessus. Voilà, grosse attente, 4 ans, 2018 dernière édition, 20 Covid donc annulé, et 2022 première édition. Donc on a discuté, on a travaillé avec le groupe Renault pour pouvoir justement proposer toute une série de formats qui sont des formats d'info. Et c'est en marque blanche ? Non, c'est Bismart. C'est Bismart qui va produire tout ce signal avec le groupe Renault pour pouvoir justement proposer des contenus originaux, innovants, décalés, évidemment d'information, parce qu'on est quand même dans une logique d'information. Et voilà ce genre de dispositif. Ça, c'est cool. C'est parce que c'est un appel d'offres. Comment ça se fait que vous allez les voir, ils viennent vous voir ? C'est nous qui allons les voir. De manière proactive ? Exactement. C'est nous qui allons les voir. C'est nous qui sollicitons les directions marketing ou directions des achats ou directions marketing. On va à leur rencontre, on leur raconte ce qu'est Bismart. Souvent, ils nous testent sur des distances plutôt très courtes. Et puis, à la fois, encore une fois, le talent des présentateurs, la configuration technique qui rassure, et l'usage qu'on en fait, parce que finalement, on va les aider, non contents simplement de disposer d'un contenu, on va pouvoir le distribuer. Ouais. Ça semble séduire les... Vous avez réussi à séduire Renault, en tout cas, là-dessus. Voilà, c'est toi qui t'occupes de ça Alors non, je m'en occupe parce que c'est dans mes prérogatives d'essayer de d'imaginer, de générer du chiffre d'affaires. À la fois générer du chiffre d'affaires et de générer des dispositifs qui vont être monétisés. Et puis, il y a une équipe commerciale qui le fait au quotidien. Ok. Bon, ça, bravo, ça devrait être un chouette dispositif. Ouais, ça va être super. Ça devrait être pas mal. Puis super. Surtout, même pour vous, le fait que vous soyez associé en termes sur la marque, ça va vous créer du contenu, ça va créer normalement de l'engagement. Exactement. C'est quand même très gagnant-gagnant. Tu parlais de brand content. Aujourd'hui, vous recevez beaucoup d'entrepreneurs. Comment ça fonctionne ? Les entrepreneurs, ils sont choisis. Alors, je crois que vous en cachez pas. On peut passer sur Bismart. Comment ça se passe en mode de brand content ? Si j'ai une entreprise, je pense que c'est bien. Je peux vous contacter. Est-ce que c'est payant sur certains types de dispositifs ? Est-ce que vous êtes là-dessus Alors, non. Ça, c'est... en fait, on a... Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur... Oui, il y a beaucoup de fantasmes, et largement alimentés par certains de mes anciens camarades. Bon, donc, tu vois, c'est l'occasion un peu de rétablir... Alors, la règle est extrêmement simple. On a un agrément de l'ARCOM. L'ARCOM prohibe tout ce qui relève de la publicité clandestine. Donc, personne ne paye pour passer à la télé sur Bismart. C'est extrêmement simple, je le dis formellement. Pour autant, il y a des modèles où tu peux... soit être dans des écrans classiques, et auquel cas, c'est dûment renseigné à l'antenne, et il n'y a pas de confusion dans l'esprit de celui qui t'écoute ou qui te regarde. Et puis, tu peux construire des offres qui vont être également clairement
exprimé, extrêmement ciselé en termes de communication, avec tout ce qui est l'arsenal que nous impose l'ARCOM, c'est-à-dire les billboards, la mise... Enfin voilà, tout ce qui va faire qu'on peut se permettre de le faire. Maintenant, je pense que tu parles d'autre chose. Il y a un certain nombre de formats sur l'antenne, qu'on appelle nous les formats boosters, qui sont des formats qui permettent à des entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs de taille extrêmement modeste, qui n'ont ni les codes de la télévision, ni les réseaux de journalistes, ni l'attaché de presse qui va bien, ni la DIRCOM qui va bien, ni les budgets, ni les budgets qui vont bien, de pouvoir raconter leur activité, de pouvoir raconter ce qu'ils font, comment ils le font, avec qui ils le font, et sous quelles conditions, comment ils le feront demain. Ce sont des journalistes qui interviewent ces entrepreneurs-là. Ces entrepreneurs-là sont diffusés sur Bismart. En revanche, je leur donne le droit, et seulement si et seulement ils le souhaitent, de pouvoir disposer de cette interview sous condition, sous tarification. Je ne leur donne pas, je ne leur cède pas. Donc ils passent, alors pour bien comprendre, ils passent, c'est gratuit, mais s'ils veulent utiliser la vidéo pour leur propre objectif, leur propre usage et leur propre réseau propriétaire, réseau, je leur cède les droits d'exploitation de l'interview qui a été faite. C'est plutôt malin ça comme modèle. Je ne sais pas si c'est malin, mais c'est un modèle. Et c'est aussi, et encore une fois, vraiment je tiens à ce que ce soit très très clairement exprimé, il n'y a aucune obligation. Ils sont diffusés. Moi, mon métier, c'est d'être diffuseur de télé. Je ne suis pas agence de presse. Je ne suis pas agence de contenu. Mais donc, en revanche, s'ils considèrent que l'interview s'est passée dans des conditions qui sont des conditions, on va dire, de narration acceptables, et qu'ils ont envie de le partager avec leur propre communauté, je leur en cède les droits. C'est clair. Voilà. Bon, écoute, ça c'est clair. Est-ce que sur le site, vous faites de la programmatique, de la pub classique, ou non, c'est vrai, vous êtes vraiment dans votre logique annonceur, du brand content, etc. Non, il y a aussi du programmatique, bien sûr. Donc tous les canaux un peu classiques qu'on peut trouver sur le digital. Là, tu disais la rentabilité 2023, c'est ça pour le... On sera à l'équilibre, au petit équilibre en 2023. Et voilà, et je pense qu'on va y arriver conformément à nos objectifs fixés par notre actionnaire. En 2024, on devrait être... C'est bien, écoute, c'est tout le mal que je vous souhaite. Ce serait pas mal quand même en 2 ans et demi, 3 ans, comme ça. 3 ans, ça ferait 3 ans en juin 2023. Voilà, exactement. Bon, ça me choque pas de ne pas être rentable. C'est quand même des gros investissements dans ces médias, c'est ce qu'on disait quand même. Sur la ligne éditoriale, t'en as déjà un petit peu parlé, notamment de la différence entre BFM TV, donc vous êtes plutôt sur du côté solution plus qu'info. Est-ce que tu as quand même regardé, est-ce que tu as d'autres concurrents, est-ce que tu as regardé à l'étranger ce qui se faisait, est-ce qu'il y a des belles choses qui sont à l'étranger sur ce créneau-là ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas submergé en France par les médias qui mettent en valeur la réussite de nos entrepreneurs. Non. Contrairement à l'Angleterre, où il y a plusieurs chaînes dédiées à l'économie et aux entrepreneurs britanniques. Des Bloomberg, par exemple. Contrairement aux Américains, entre CNBC, enfin toutes les chaînes pro-business que vous avez aux États-Unis, on n'est pas emmerdé en France. donc de ce point de vue-là, il y a un petit match avec mes anciens amis, mais c'est quand même malgré tout, encore une fois, on ne ploie pas sous l'offre média business. Donc, c'est culturel, tu crois ? C'est vraiment la culture de l'entrepreneuriat, alors qui émerge quand même depuis quelques années. Hein. Mais tu penses pourquoi ça n'intéressait pas les gens ou je pense que la quasi-totalité des entrepreneurs que vous recevez sur Do It Yourself peuvent bénir le bon Dieu d'avoir cette opportunité-là. Ouais, donc là tu parles du podcast de Mathieu, mon associé Génération Do It Yourself. Ouais, tu vois ça comme un média concurrent ? Pas du tout. Enfin, non, alors je te taquine, mais c'est parce que c'est sur le format. Je dis juste, c'est extraordinaire justement d'avoir aujourd'hui une voix qui porte, ou plutôt un média qui porte la voix des entrepreneurs et de la réussite. C'est quand même malgré tout un gros mot pour beaucoup de nos camarades français. La réussite, oui. C'est pour ça. Donc en fait, des médias comme le nôtre, oui, on est un peu transgressif. Donc de ce point de vue-là, même si nous on pense qu'on est d'utilité publique, quand on voit, je pense, tu vois, voilà, rétablir un petit peu ça. Voilà, et quand on voit à quel point aujourd'hui l'économie est en mouvement, et il faut l'accompagner. Et pour le coup, que ce soit sur l'impact, que ce soit sur la tech, que ce soit sur l'emploi, sur la finance, y compris la finance responsable.
En fait, je me dis qu'on a ce petit rôle à jouer et il n'y en avait pas. Et donc, de ce point de vue-là, je nous trouve audacieux et c'est pas mal. Alors, sur ta question, oui, moi j'adore ce que fait CNBC, par exemple. Ouais, c'est des bonnes références. Et je reviens effectivement, vous avez raison, c'est que vous avez choisi, vous êtes très verticalisé. Hein. Ouais. Ça, je trouve que c'est un truc assez original. Donc, il y a sur l'espace, les cryptos, l'impact, l'éducation, sur un certain nombre de sujets. Comment est-ce que vous choisissez ces thématiques ? Soumier et Planex. Aurélie Planex, qui est la patronne de la rédaction, elle a une sorte d'instinct... j'allais dire... Parce que c'est pointu. Hein, ah même. Oui. Tu vois, oui. On n'est pas dans le généralisme. Ah, pas du tout. Il y a un seul format généraliste, c'est celui de Stéphane Soumier et d'Aurélie Planex, qui est l'émission du vendredi soir, parce que Stéphane n'est pas là le vendredi, c'est Aurélie qui... C'est le seul rendez-vous généraliste. Sinon, on est très communautaire. On a fait, encore une fois, des choix... oui, presque militants, en fait. À un moment, on s'arrête, parce qu'Aurélie considère que, pour le coup, elle a cette intuition-là, de penser qu'il y a une communauté qui est déjà constituée d'entrepreneurs qui ont ce besoin de connaissances, ce besoin d'information, ce besoin de solutions, ce besoin de comparaison. Ouais, de voir leurs pairs, enfin d'écouter, les voir et de ce qu'ils ont à dire. Et donc, à partir de là, on dessine les contours du programme, on identifie le présentateur qui pourrait l'incarner, et on lance le format. Y compris si c'est... tu parlais de l'espace, Cécilia Sévry, aujourd'hui, c'est devenu, lorsque Bruno Le Maire veut prendre la parole sur la thématique de l'espace, il appelle c'est Cécilia Sévry qui est choisie, alors qu'elle a 26 ans, c'est une jeune journaliste, mais sauf que, voilà, c'est encore une fois... Si on veut la bonne info, entendre les bonnes personnes sur Bismart, sur l'espace, c'est vraiment le truc le plus pointu qu'il y a. Exactement. Ça, je trouve ça c'est plutôt malin. Et tu parles justement des personnes qui vont l'incarner. Il y a quand même des sacrés noms. Hein. Tu as cité Thomas Hugues, Michel Denisot, des gens du monde des affaires. Ils sont faciles à convaincre, ces gens-là. Parce que tu vois, tu dis bon, Bismart, ils viennent d'arriver, c'est petit, etc. Qu'est-ce qui les fait venir comme ça ? Eh bien, alors d'abord... Et c'est un choix, j'imagine, de se dire on part avec quand même des têtes d'affiche. Oui, c'est un accélérateur de crédit, en fait, pour aller plus vite dans la capacité à convaincre notre audience qu'on est sérieux. C'est sûr que des étendards journalistiques comme ceux-là, ça aide. Pour autant, tu parles de Thomas Hugues, tu pourrais parler de Michel Denisot. Voilà. Et à l'extrême, à l'autre bout, vous avez Eva Ben Saïdi, qui a 27 ans, qui est une jeune journaliste extrêmement prometteuse, qui est vraiment, moi je trouve, un soleil à l'antenne, parce que justement, elle a à la fois cette exigence et cette rigueur, et cette vraie curiosité bienveillante qui va faire qu'à un moment, celui ou celle qui est sur son plateau va en donner bien davantage. Et donc, c'est finalement cette parabole du temps entre ces deux extrêmes qui est aussi la signature de Bismart. À la question pourquoi ils viennent, je vais vous reprendre, je vais vous citer ce que dit Michel. Quand j'ai proposé à Michel, que je connais depuis pas mal de temps, je pensais que j'allais essuyer un refus assez radical. Mais en fait, il m'a dit un truc très juste. Il me dit, tu sais, j'ai interviewé Mick Jagger, Zidane, Johnny Hallyday, mais j'ai jamais fait de patron, ni de grand, ni de petit. Et à mon âge, j'ai envie de comprendre l'économie par, justement, le prisme de ceux qui délivrent tous les jours. C'est pour ça qu'il est venu. Ouais, c'est intéressant. Donc vraiment, il a compris un peu le projet, la ligne éditoriale, etc. Exactement. Ouais, c'est un bon enseignement, parce que tu peux te dire, ouais, donc évidemment, c'est pas le salaire, c'est pas tout ça, c'est vraiment envie de faire autre chose et d'être un peu au contact de ceux qui font, quoi, les doueurs qui ont fait et qui viennent un peu raconter tout ça. Et pas que des grands patrons. C'est ça qui est intéressant aussi. Tu vois, c'est ce que j'essaie aussi de faire sur Mediarama. Je suis content d'avoir un patron, mais je suis aussi, mais j'en ai des plus petits, des gens qui sont journalistes, etc. Ceux qui qui font les choses et qui peuvent revenir un peu raconter les échecs et les succès, parce qu'il n'y a malheureusement pas que des succès. Tu l'as dit, donc CMI, un des investisseurs derrière Bismart. Donc ils t'aident notamment sur la régie. Est-ce qu'ils ont fixé des priorités ? Est-ce que c'était un investissement un peu capitalistique en se disant je crois dans le projet ? À quel point ils peuvent intervenir sur les priorités, sur la vision stratégique ? Je parle pas d'éditorial, hein, évidemment. Déjà, c'est leur premier investissement télé en France. CMI a été déjà actionnaire et propriétaire d'un certain nombre de titres de la presse française, mais jamais dans la télé. Donc en fait, on est assez
flattés qu'ils aient cru ou qu'ils croient au projet Bismart. Ensuite, quelle est leur implication ? Elle est très forte sur tout ce qui relève justement au quotidien du fonctionnement de la chaîne. Ils sont là sur quasiment toutes les étapes de la vie de la chaîne, y compris des décisions stratégiques. Est-ce qu'on se positionne sur tel ou tel appel d'offres organisé par l'Arcom ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Voilà. Non, ils sont très impliqués. Ce à quoi ils ne touchent pas, et sur lequel, pour le coup, Stéphane et Aurélie sont très vigilants, ils ne touchent pas à l'éditorial. Ils ne touchent pas à la programmation. Il n'y a pas du tout d'interaction avec l'antenne. Pour autant, ils ont évidemment le droit de dire que tel ou tel format n'était pas de bon niveau, et ils ne l'ont jamais fait. Mais ils pourraient. Mais en revanche, il n'y a absolument aucun moyen pour eux d'entrer dans la grille des programmes. Ok. Ça, c'est bien de le rappeler, etc. Alors, petite question subsidiaire, juste pour pas te taquiner, mais est-ce qu'ils vont racheter M6 ? Tu parlais, c'était leur premier investissement. Je sais qu'ils ont été cités. Bah non, c'est fini, il n'y a plus rien, plus personne. Là, ils arrêtent là. Bien sûr, ils ont clos le dossier. Oui, ils repartent pour 5 ans. En fait, Bertelsmann repart pour 5 ans, ce qui met un terme à la consultation. Les délais étaient trop courts, c'était un peu compliqué. Ça devenait compliqué. Oui, et puis je crois que compte tenu des conditions réunies, ils ont préféré continuer d'exploiter eux-mêmes leur chaîne. Bon, écoute, voilà. ça vient. Donc non. De toute façon, je me doutais que tu m'aurais évidemment pas répondu. Je t'aurais pas donné le montant du chèque qui figurait. Non, exactement. Sur le marché, on en a un peu parlé, mais c'est quand même un marché qui devient concurrentiel. On a évidemment parlé de BFM TV, mais il y a aussi des chaînes spécialisées, notamment sur le digital. Welcome to the Jungle, l'ADN, je ne sais pas si tu connais ce magazine, toutes ces choses-là. Comment est-ce que tu penses évoluer pour te distinguer de ces autres médias ? Alors d'abord, je trouve ça super. Enfin, moi, je pense qu'encore une fois, je le répète, on ne sera jamais assez à raconter l'économie, et surtout avec des niveaux d'expertise aussi singuliers que ceux que Welcome to the Jungle, qui était notre premier partenaire sur Bismart, et on les aime beaucoup et on trouve qu'ils font un boulot absolument dingue, et qui était notre partenaire sur ce Smart Job, sur l'emploi. D'accord. Pour autant, Welcome to the Jungle, c'est quand même une plateforme dédiée à l'intermédiation entre des entreprises qui recrutent et des gens qui cherchent. Ça reste leur business. Et c'est leur modèle. Ouais. Après, ils sont très créatifs, ils ont un niveau d'ingéniosité, moi, qui me bluffe. Je suis assez admiratif, mais on ne fait pas le même métier malgré tout. Donc après, nous, quelle est notre capacité à nous projeter et à essayer de continuer de tracer notre petit chemin modeste ? C'est justement d'être à l'écoute précisément de ces communautés qui émergent et pour lesquelles, à un moment, on doit rendre compte des mutations de ce secteur, de leur secteur. Et c'est ça qui fait la force, me semble-t-il, de Bismart, puisque nous, on n'a pas fait le choix du généraliste. On est dans la promesse thématique encore plus... c'est le principe de l'entonnoir, encore plus circonscrit à des périmètres qui peuvent être tout à fait restreints, mais très importants pour ceux qui sont concernés. Et justement, tu parles de ces communautés. Je reprends l'exemple. Alors, l'ADN, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Welcome to the Jungle, je pense que c'est relativement jeune, l'audience. Alors, toi, tu as tes fils qui t'aident. Mais comment vous faites pour justement un peu identifier, intéresser des plus jeunes générations ? Ah ben, justement, tu parles de mes fils, mais tu ne sais même pas à quel point tu tapes juste. Entre les miens et les enfants de Valérie, Stéphane sont un peu plus âgés, mais moi, les miens, c'est une sorte de vigie permanente. À chaque fois qu'il y a un nouveau support, média, plateforme. J'ai le droit que ce soit Joseph, Diego, Noé, Flavie, César et Horace, qui sont des enfants de Valérie. On a en permanence le petit compte-rendu qui va bien, extrêmement circonstancié, en disant voilà, j'ai vu tel talent, voilà comment ils opèrent, voilà le process technique, voilà comment ils distribuent, tu devrais t'en inspirer. Donc en permanence, on est à l'affût de ce genre de nouvelle écriture, et c'est largement insufflé par notre progéniture. Mais c'est bien parce que tu perds quelque part le contact, tu vois. Moi, je le vois, 42 ans, je suis pas sur TikTok. Si t'as pas des neveux, des nièces qui te disent vraiment précisément, bah, tu te coupes. Donc là, vous avez une espèce de petit comité. Exactement. Un petit comité génération Bismart, audacieuse. Et pour le coup, c'est pas simplement du déclaratif, parce qu'en réalité, il y a 2-3 programmes à l'antenne qui sont issus de ce genre de réflexion. Ouais, ça c'est chouette. Et c'est assez cool en fait. Ouais. Je trouve ça super. Parce que en famille. Voilà, et puis parfois on n'est pas d'accord, donc c'est assez chaud.
Et puis on est parfois d'accord, et on est tellement d'accord qu'on le met à l'antenne. Ils peuvent pas travailler dans l'entreprise, il y a pas. Il y en a un qui travaille avec moi. Il y en a un qui travaille avec toi. Diego produit tous les formats booster en fait dont on parlait tout à l'heure. Ouais. C'est lui qui a eu l'idée justement de ce modèle économique. Ouais, écoute, c'est Voilà. plutôt une bonne idée. Voilà. On a fait le tour. Je voudrais juste un peu sur le futur. Qu'est-ce que tu vois comme grande évolution de tendance? Si on devait se projeter dans 10 ans, pour toi, c'est quoi Bismart dans 10 ans? Alors, d'abord, il y a une sorte de sens de l'histoire de l'écriture télé qui est un peu, je devrais peut-être pas le dire comme ça, mais qui est un peu contre nature pour nous. C'est-à-dire que le format snacking que vous consommez en mode express aujourd'hui en télé, et qui d'ailleurs vit très bien sur les réseaux sociaux, c'est pas pour nous. En fait, nous, on a décidé de mettre... Mais tu le sais, t'assumes. Ah, je le sais. Et pour le coup, à chaque fois que la tentation se présente... tu vois, de faire la micro-découpe. Ça oui, sur ces supports-là. Pour teaser sur un Exactement. Nous, en fait, c'est vraiment ça. C'est de prendre une sorte de vision, plutôt de vue un peu... de hauteur, mais sans prétention, sans morgue, sans arrogance. Et de se dire, mais en fait, finalement, ok, ce sujet, il mérite d'être expliqué, décrypté, mis en valeur, challengé, encore une fois, parce que pour le coup, on n'est pas là de manière inconditionnelle à absorber ce que vient nous dire sur un plateau un entrepreneur, aussi éclairé soit-il. Mais pour autant, on est dans cette logique de la distance. Et la distance, elle est forcément sur le temps long. Et donc, je ne suis pas sûr d'être extrêmement tendance. Mais c'est notre choix. Tant que c'est assumé, quelque part, je te rejoins. Il y a tellement de snacking, tellement de contenu TikTok très court. Je pense qu'il y a tout un pan de personnes qui, à un moment donné, veulent du vrai contenu, Exactement. du contenu un peu long. Quoi. Je reviens à ma question dans 10 ans. En tout cas, vous ne ferez pas de snacking dans 10 ans. Vous ne ferez pas d'interview. Non, en tout cas pas moi. Je n'y serai plus. Minute, quoi. Je n'y serai peut-être plus et ils changeront la promesse, mais en tout cas la mienne, c'est pas celle-là. Ça, c'est la première chose, de temps long. La deuxième, c'est l'expertise. Aujourd'hui, on a un niveau de journaliste, encore une fois, je le répète, que je trouve très bon. Pour autant, et ça me fait marrer parce que j'ai vu à grand renfort de communication à quel point certains autres médias s'approprient ce genre de mérite. Nous, il y a 2 ans, quand on a décidé avec Stéphane et Valérie de monter Bismart, on s'est dit, ce serait bien, aux côtés des journalistes, d'avoir des personnalités fortes du business qui viennent de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté du rideau. La société civile, quelque part, en tout cas. Tu vois, voilà, ce principe-là, mais d'avoir des entrepreneurs qui viennent nous raconter avec leur code, avec leur vision, ce qu'est le secteur sur lequel ils ont travaillé et sur lequel ils ont une expertise absolument forte, et recevoir des gens justement en capacité d'être questionnés. Et typiquement, j'étais avec elle tout à l'heure, je l'aime beaucoup, j'étais avec Marie-Claire Capobianco, qui est une ancienne du COMEX de BNP, qui a un engagement militant très fort, associatif très fort en faveur de l'entrepreneuriat des femmes. Et on a créé un rendez-vous avec elle justement là-dessus. Et c'est elle qui présente son émission. Elle la présente toute seule. Et c'est pas une journaliste, pas du tout. Pas une présentatrice, aucune expérience télé. Zéro. Et tout à l'heure, j'étais avec elle et je lui disais, mais ce qui est formidable dans ce programme, c'est la temporalité. C'est le tempo de ton émission. Et elle me dit, ah bon, mais pourquoi? Je dis, mais parce que rien n'est convenu. non pas que les autres se soient convenus, mais là, justement, même tes silences sont inspirants. Parce que ton silence, il est extrêmement éclairant. Là où un journaliste ne laissera jamais de silence. Non, parce qu'il a été, entre guillemets, formaté pour relancer, rebondir. Bien sûr. Il a des phrases, mais il a des gimmicks. Bien sûr. Et de ce point de vue-là, j'ai dit à Marie-Claire, mais c'est en ça qu'on est différenciant. Et c'est en ça que pour le coup... Un peu plus authentique. Exactement. Et je crois qu'on a ce besoin-là d'authenticité. Et je crois que celui qui nous écoute se dit, OK, on peut pas... Je lui disais aussi, et c'est pas faire offense à ceux qui sont tous les jours à l'antenne sur Bismart, ce n'est pas son métier en réalité. Donc elle est encore moins en prise avec des enjeux qui sont des enjeux ni de marché, ni ou de représentation de sa propre marque. Exactement. Elle-même. Elle est ce qu'elle est. Elle vient à l'antenne comme elle est. Ouais. Et de ce point de vue-là, c'est très, très différent. Et donc, voilà. 1, le temps long. 2, les communautés. 3, des gens qui sont aptes à justement mettre en perspective, mettre en valeur les acteurs de ces secteurs de manière singulière. Écoute, c'est bien.
Je sais pas si c'est bien, mais... Si. Enfin, c'est clair. En tout cas, tu vois, t'as une espèce de triptyque. Et c'est vrai que je t'ai pas posé la question. Et ça, quelque part, dans ce truc de futur, ces communautés, qu'est-ce que vous pourriez en faire demain si on se projette un peu? Tu vois, je suis fan de Bitcoin, mais je veux pas regarder Bismart parce que tout ne m'intéresse pas dedans. Tu fais un découpage. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? On pourrait imaginer des newsletters vraiment thématiques, de la formation peut-être, en se disant, tu veux aller sur tel sujet du Bitcoin, regarde tel et tel épisode, etc. Il y en a des trucs à faire. Exactement, la déclinaison des formats antennes en version multiple, tu peux tout inventer. Tu peux avoir effectivement de la pédagogie, bien sûr. Tu peux même faire de l'événement. Tu peux même réunir ta communauté dans le cadre d'un événement, j'en sais rien moi, au Place d'Iéna ou j'en sais rien, où tu veux d'ailleurs, et organiser justement ce genre de rencontres. Il y a tout à imaginer. Ce qui est important malgré tout d'avoir à l'esprit, c'est aussi, il y a un mot qui, me semble-t-il, est aussi différenciant, c'est l'enthousiasme. Et Soumier, il incarne ça. Je ne sais pas si tu connais Soumier. Non, pas personnellement. Mais Stéphane, je vois bien qui il est. Stéphane, c'est un energizer absolument incroyable à l'antenne. Il a cette capacité à transcender, y compris les inerties les plus fortes. Il a un truc, je ne sais pas ce qu'on lui a mis dans son biberon quand il était bébé, mais c'est ça qui est dingue, c'est que il a cette puissance créative qui va faire qu'à un moment, l'entrepreneur, y compris le plus inerte, va avoir une histoire à raconter parce qu'il va savoir justement la mettre en valeur et l'intermédiaire avec celui ou celle qui va le regarder. Et ça, c'est très important parce qu'on a besoin justement de profils comme Stéphane. Stéphane, il a cette puissance qui fait qu'à un moment, tu te regardes, tu dis « Ah ouais, ok. Bon, le mec, il y a du talent. Ouais, c'est une bombe. » Il faut en trouver 10, 20 par communauté. C'est un peu ça le job. Et c'est ça qui est super parce que Stéphane et Aurélie Planex, ils ont ça à l'esprit en permanence. C'est trouver justement ce genre de rédacteurs ou de présentateurs ou journalistes. Ou qui ne le sont pas, mais qui pourraient justement incarner quelque chose. Et qui ont cette écriture-là qui, encore une fois, nous permettent d'être différents. Écoute, merci pour tout ça. ça. J'ai une dernière question qui est toujours un peu à la fin d'épisode. Est-ce que tu as un truc... donc j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu aborder que j'ai pas abordé? Non. C'est très complet. Le truc un peu plus léger, est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Alors, ce que tu veux, ça peut être série, film, podcast, expo, une voiture, peu importe. Ce que tu veux. Ok, il y a deux trucs. Il y a une émission sur l'antenne de Bismart qui est malheureusement pas assez régulière à l'antenne, qui s'appelle Be Inspired, qui est présentée par une femme qui s'appelle Virginie Delalande, que j'ai rencontrée et j'ai pris un coup de poing dans la gueule. J'ai eu un choc quand j'ai vu cette femme, je vous invite à aller la voir. C'est la première femme avocate, sourde profonde, et qui a transcendé tous les barbelés qui étaient... J'imagine que ça a dû être semé d'embûches. Exactement. Avocate sourde profonde. Voilà. Et donc, quand je l'ai entendue, et je l'ai entendue avec son ton si singulier, si particulier, je lui ai dit, à la fin de cette conférence à laquelle j'assistais, je lui ai dit, écoutez, je souhaite vous confier une émission de télé. Elle m'a dit, pardon ? Oui, je souhaite vous confier une émission de télé. Je veux que vous présentiez une émission de télé. Elle m'a dit, mais vous n'êtes pas un peu barge, vous n'avez pas vu quelque part il n'y a pas une petite différence Et ben, je lui dis, justement, je vous invite à aller en replay, l'écouter, ou en tout cas la voir et l'écouter. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est absolument formidable. Ça, c'est la première chose. Donc vraiment, et je suis très honoré parce qu'elle a accepté de relever ce défi. Elle le relève avec maestria, et ça, c'est très, très cool. Le deuxième, c'est que j'ai assisté cette semaine à la projection de Simone. Et en fait, c'est un film d'utilité publique, particulièrement en ce moment. Il faut aller le voir. Je ne suis pas totalement fan de la réalisation, de la dramaturgie, de la manière dont Dahan a réalisé. Mais en revanche, l'histoire, elle est juste complètement dingue. Elle est complètement dingue et elle est évidemment pas connue. Toi, tu es un peu plus jeune que moi, donc tu en as entendu parler de Simone Veil et de ses combats. Mais les jeunes ne savent pas qui est Simone Veil. Pour eux, c'est peut-être la prochaine station de métro qu'on va inaugurer. Mais en ce moment, il faut aller voir ce film. Ok, j'en avais entendu des bons retours sur France Inter, mais donc toi tu le dis, tu l'as vu, faut aller le voir. Oui, sans considération de la performance. Non, de l'esthétisme, mais pour l'utilité, l'histoire, savoir qui allait, les combats, et rappeler un petit peu tout ça, et en ce moment on en a particulièrement besoin. Exactement, en 2022, on a besoin justement d'avoir ce genre de référent.
Eh ben écoute, pareil, je mettrai un lien vers la bande-annonce pour donner envie des gens si vous écoutez. Et voilà, c'est sorti le week-end. Allez au cinéma, allez voir Simone. Pierre, merci pour ton enthousiasme et ta transparence sur tous ces sujets-là. Bismart, donc sur toutes les FAI, sur le site et sur la TNT, on le disait tout à l'heure, on partage. Bonne chance, bon courage, et puis j'espère te retrouver à ce micro dans 1, 2, 3 ans, voir un peu l'évolution de Bismart et qu'on en parle un peu partout. Super, c'est très agréable, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.